Bienvenue à tous sur TV5 Monde pour ce nouveau rendez-vous de kiosque, le rendez-vous de la presse française et internationale. Au sommaire, cette semaine, la fusillade d'Ottawa. Le Canada n'échappe donc plus à la menace islamiste. Comment lutter contre ces terroristes de l'intérieur qu'on appelle loups solitaires ? La mort du grand patron de Total, Christophe de Margerie, l'ami de Poutine et des présidents africains. Et puis la guerre contre Ebola, entre bonnes et mauvaises nouvelles, certains pays réussissent à se débarrasser du virus. Pour d'autres, le combat reste loin d'être gagné. Pour en parler dans ce numéro de kiosque, j'accueille sur le plateau tout d'abord Louis Comayou, qui est journaliste pour la presse africaine. Alexandra Chaska, journaliste québécoise, chroniqueuse à RTL. Abdou Sema, rédacteur en chef du site d'info algériefocus.com. Et puis enfin, Yves Tréhard, éditorialiste au Figaro. Retour donc tout de suite sur cette semaine qui restera gravée dans l'histoire du Canada. Une première attaque contre un soldat près de Montréal, puis 2 jours plus tard, c'est le cœur même de l'État canadien à Ottawa qui est frappé. Retour en images sur ces événements. Il avait 32 ans. Michael Ze'ev Bibo s'était converti à l'islam et s'était radicalisé. Nous n'allons pas nous laisser intimider. Nous serons vigilants, mais nous n'allons pas nous effrayer. Nous serons prudents, mais nous n'allons pas paniquer. Voilà, ne pas paniquer, ne pas se laisser intimider. C'était donc le Premier ministre Stephen Harper qui se trouvait d'ailleurs lui-même dans l'enceinte du Parlement au moment où le tireur menait cette course folle. Le Canada qui se retrouve donc lui aussi visé par ce genre de terrorisme. Notre tour est venu, titre cet édito du site de la presse.ca. Est-ce qu'on peut dire, pour reprendre des mots pris dans d'autres articles de la presse américaine notamment, c'est la fin de l'innocence. Ça veut dire que le Canada pensait échapper à cela, se pensait préservé de ce genre de terrorisme, Alexandra? Et aussi étonnant que ça puisse paraître, parce que le Canada est quand même impliqué et en Afghanistan et maintenant en Irak et en Syrie, et en Afghanistan depuis déjà 13 ans, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est assez étonnant que ça ne soit pas arrivé avant. D'autant plus que des réseaux, disons, islamistes au Canada sont quand même bien présents et depuis assez longtemps également. Moi, je me souviens même à la fin des années 90, on avait fait un reportage à Radio-Canada, un reportage d'enquête sur les mosquées qui cooptaient des militants pour le djihad. À l'époque, on allait encore au Soudan dans les camps d'entraînement. Donc, ça se faisait déjà. Il y a le juge Bruguère, antiterroriste ici, enfin maintenant retraité, qui pourrait vous en dire aussi très long, lui qui a dénoncé l'inaction du Canada contre des islamistes, des terroristes islamistes qu'il essayait de faire sortir Ahmed Ressam, qui ensuite a été accusé et condamné pour une tentative d'attentat contre l'aéroport de Los Angeles. Donc, d'un côté, c'est étonnant que ça ne soit pas arrivé plus tôt. Mais il faut quand même dire que, comme vous disiez, c'était 2 loups solitaires. C'était pas des gens qui faisaient partie des réseaux, en tout cas d'après ce qu'on sait pour le moment. Est-ce que ça démontre des failles dans le système de sécurité ou des services de renseignement? Certainement, parce que les 2 jeunes hommes étaient surveillés. Et on a saisi le passeport de l'un, l'autre, on ne lui a pas donné son passeport, mais on n'a pas pu les surveiller plus loin. Si vous voulez, on n'a pas pu les arrêter, on n'a pas pu arrêter leurs actes. Et alors, s'ils ne faisaient pas partie d'un réseau, on le saura peut-être dans les prochains mois, ils ne faisaient pas partie d'un réseau, ils ont sûrement été cooptés par des réseaux qui cooptent des candidats pour le djihad. Donc ça, c'est très inquiétant, effectivement. Donc, une grande surprise pour le Canada, très désagréable, mais en même temps, étonnant que ça soit une si grande surprise, puisque, comme je vous disais, l'Afghanistan et maintenant l'Irak, on est très présents. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je crois qu'une loi était déjà à l'étude avant ces événements pour renforcer les services de renseignement. Exactement. Mais alors, est-ce que les Canadiens sont OK, sont d'accord avec cela? Parce que ça entache un peu la charte, la fameuse charte des libertés. Hein. Oui, tout à fait. Donc, il y a une loi qui d'ailleurs devait être déposée au Parlement le jour même où la fusillade a eu lieu. Et c'est des amendements à une loi déjà qui existe, qui devait être présentée par le ministre de la Sécurité publique. Et donc, la loi va être sûrement
sûrement amendé. Ça donne des munitions au gouvernement, au Premier ministre, pour agir plus fortement dans le sens d'une surveillance plus grande. Évidemment, ça fait pas le bonheur de tout le monde. Et effectivement, la Charte canadienne des droits, c'est quelque chose qui protège de façon assez extensive, comme on dirait, plutôt un anglicisme, qui protège les citoyens contre une incursion trop grande des services de sécurité. Alors, on parle de loups solitaires. Des loups solitaires en France, on en a eu. Hein. Il y a eu Mohamed Merah à Toulouse. Il y a aussi Mehdi Nemmouche, qui est le tueur de Bruxelles, du musée juif, mais qui est d'origine française. Yves Tréhard, comment les autorités françaises elles-mêmes se protègent par rapport à ce phénomène? Bon, d'abord, je voudrais dire une chose qui me paraît une évidence, c'est qu'il n'y a aucun pays qui peut se prétendre à l'abri de ce genre d'attaque, que ce soit des pays qui participent de près ou de loin à ce qui peut se passer au Moyen-Orient ou à ce qui se passe au Moyen-Orient. Je pense qu'il n'y a aucun pays qui peut aujourd'hui prétendre, puisque le combat de Daesh, l'État islamique, eh bien, c'est un combat qui est un combat universel. C'est pas uniquement un combat local. Ça, c'est la première chose. En plus, il n'y a pas que l'État islamique. On a un peu oublié qu'il y a Al-Qaïda aussi, et Al-Qaïda continue à exister. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que on est dans un débat qui existe depuis 15 ans. En gros, depuis les attentats de 2001, c'est de savoir comment on peut concilier sécurité et liberté. Il y a eu un débat aux États-Unis qui a été très très fort, puisque vous savez que la liberté prime surtout dans l'espace anglo-saxon. C'est vrai au Canada, mais c'est aux États-Unis, c'est vrai en Angleterre aussi, où on dit la liberté prime sur tout le reste. Et vous avez une nécessité, puisque ça a été une déclaration de guerre qui s'est produite le 11 septembre 2001, de renforcer cette sécurité. Vous êtes obligé, me semble-t-il, si vous voulez vous protéger, si vous voulez rendre votre espace public tolérable pour l'ensemble de ses concitoyens, de rogner néanmoins sur les libertés. Vous pouvez pas. Une loi aussi est en France, aux États-Unis, enfin partout, vous avez, en Angleterre même, vous avez des dispositions qui ont été prises. Quand on vous fouille à l'entrée d'un magasin, bon, ça c'est le niveau supérieur de ce qu'on appelle Vigipirate chez nous. C'est pas encore le cas actuellement, mais au dernier niveau, vous êtes fouillé partout. C'est une atteinte à la liberté de circulation, c'est évident. Donc, on est obligé de vivre avec ça. Mais après tout, est-ce qu'on préfère pas ça, plutôt que d'être sous le coup? Alors, de loup solitaire, c'est ça aussi qui est la grande nouveauté de ce qui s'est produit ou de ce qui se produit ces derniers mois, c'est que jusqu'à présent, on avait l'habitude d'avoir affaire à des réseaux plus ou moins organisés. On en a eu en France. Je vous rappelle quand même ce qui s'est passé dans le nord de la France, notamment le réseau Calcal, toutes ces choses-là. Nous, ça fait 20 ans. C'était avant 2001 que ça existait, tout ça, des réseaux qui venaient pour certains d'entre eux, d'ailleurs organisés depuis l'Algérie. Eh bien, aujourd'hui, ce qu'on se dit, c'est qu'on peut avoir un individu qui, au coin de la rue, vous agresse. Regardez ce qui s'est passé quand même en Grande-Bretagne il y a un an. À Londres, oui. À Londres, où ce soldat qui avait été égorgé. C'est quelque chose qui peut se produire à Paris, à Marseille, à Lille, n'importe où. Et ça, c'est... Alors on dit, mais comment on peut se protéger? Mais c'est impossible de tout prévoir. Qui sera le prochain? C'est un peu la question que tout le monde... Bah oui, malheureusement. Abdou Semar, pour l'Algérie, justement, c'est réseau. Alors, réseau ou pas réseau, là? Je pense qu'on se trompe déjà de débat. Pourquoi? Sur deux plans. D'abord, le fait d'employer le mot islamisme. En fait, l'islamisme, c'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout. Et qui est islamiste? C'est comme être communiste, entre le brejnevien, le stalinien, etc. Ce monsieur n'a rien à voir avec l'islamisme. Ça peut être un djihadiste, ça peut être un fanatique. Non, je veux dire, la première réponse qu'on a eue face à ce genre de situation, c'est on a des réponses purement sécuritaires. On ne lutte pas. Je viens d'un pays qui a souffert de 10 ans de terrorisme. On n'a jamais gagné contre le terrorisme avec des barrages de sécurité, ou avec du matériel sophistiqué, ou avec des contrôles personnalisés. On ne gagne pas contre le terrorisme comme ça. On gagne avec le terrorisme au niveau des idées. La bataille... qui ont montré qu'on a déjoué. Je vous rappellerai quand même que un homme se baladait avec une mini-bombe dans une chaussure en prenant l'avion pour les États-Unis. On a réussi à déjouer l'attentat. Et je peux vous dire que vous allez voir les services secrets. Je rappelle juste que le plan Vigipirate n'a pas empêché que les djihadistes français, les djihadistes français qui se baladent en Syrie, le plan Vigipirate ne les a pas empêchés. On a eu le cas récemment à Orly de 3 djihadistes qui se sont baladés en plein aéroport, qui auraient pu commettre l'irréparable à Marseille. Donc ils se sont baladés. Donc le plan Vigipirate n'empêche pas. Par contre, une réponse intellectuelle, culturelle. C'est un moyen quand même
Ouais, de se le protéger, moyen n'est mais pas suffisant. peut-être Le pas premier moyen, suffisant. à mon avis, le premier moyen, c'est d'abord de ne pas se tromper de débat. D'abord, on ne parle pas d'islamisme, on parle d'une idéologie djihadiste qui se développe dans des pays occidentaux. Pour quelle raison? Parce qu'il y a d'abord une exclusion sociale, une islamophobie de plus en plus qui se développe. Les musulmans éclairés n'accèdent pas aux médias occidentaux. Il suffit il faut le dire la réalité. Il suffit qu'un leader de Daesh fait une vidéo sur YouTube et tous les médias occidentaux en parlent, mais que des penseurs éclairés musulmans, lorsqu'ils font des livres intéressants, personne ne parle d'eux. Donc, il y a aujourd'hui un discours médiatique, il y a une exposition médiatique qui profite à l'idéologie radicale. Donc il y a aussi un problème. Donc, la réponse ne peut pas être uniquement sécuritaire, elle doit être, à mon avis, de l'ordre de l'idée, de l'ordre de l'intellect d'abord. Le djihad individuel, on connaît cela en Algérie. Oui, on connaît le djihad individuel. Le salafisme, comment il se développe, mes chers amis? Le salafisme profite du vide spirituel, de la grande crise de repères, et il s'invite dans la vie privée des gens, il manipule les personnes. Après, comment vous allez arrêter un individu qui décide de mettre une bombe? La question, elle est là. Il faut faire si on n'arrive pas à attention. couper l'herbe sous les pieds de l'idéologie radicale et au niveau des idées là, je pense qu'on y arrivera. Je suis d'accord que c'est un islamisme qui est d'emprunt, ces gens-là, la plupart d'entre eux, ils n'ont jamais lu le Coran, ils ne connaissent rien de l'islam. Je suis d'accord avec vous. Et je suis d'accord avec vous aussi pour dire qu'il y a un tel vide et un tel malaise social que, évidemment, ces jeunes qui sont tous, pour beaucoup d'entre eux, des convertis. Des convertis. Attention. Et ces jeunes-là se raccrochent à des branches en pensant qu'ils vont trouver le salut ou une raison d'être avec cela. Oui, mais ça n'a rien à voir avec l'islam. Non, mais c'est quand même une idéologie politisée. Enfin, d'accord, mais bon, c'est comme ça. Et le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a ça, c'est évident, mais il y a aussi des mesures de sécurité qu'il faut absolument respecter et prendre. Si on ne fait pas et l'un et l'autre, on n'y arrivera pas. Ils choisissent tout de même leur cible en fonction. Attendez, moi je voulais Prenons le juste bilan. replacer les Qu'est-ce que choses les dans le contexte canadien, puisqu'on parle du Canada. Là, on parlait du Canada, mais évidemment, il y en a ailleurs aussi. Mais ces deux jeunes-là, je veux dire, au Canada, les musulmans ou même des gens qui se convertissent à l'islam, t'as pas le chômage que t'as ici en France, t'as pas les banlieues, Il y a 100 000 Algériens qui vivent au Canada. Je peux vous assurer que le chômage frappe énormément la communauté musulmane du Québec. D'accord, mais On connaît aussi bien le Québec que la France en ce moment, nous les Algériens. D'accord, Il y a énormément de problèmes sociaux au Québec. oui, mais il n'y a pas la marginalisation qu'on connaît en France. Je veux dire, quand même, au Québec. Mais il y a un sentiment d'islamophobie qui se développe beaucoup dans les médias. Se développe, oui, c'est vrai. Il y a eu un grand débat récemment au Québec sur ça. Donnez la parole à Louis. Oui. Ce qui est certain, c'est que chaque époque a son Pearl Harbor. Il y a le Pearl Harbor des Japonais, ça a débouché sur les premières bombes atomiques. Après, il y a eu le communisme qui a été la cible du monde occidental. Et aujourd'hui, on est entré dans la période où c'est le terrorisme qui est synonyme d'islamisme dans une certaine mesure, qui est devenu le nouveau Pearl Harbor. C'est-à-dire, c'est la ligne, comme disait le président Obama, c'est la ligne jaune à ne pas franchir. Et là, aujourd'hui, malheureusement, la réponse n'est pas la bonne. Le Canada, on est surpris qu'il soit attaqué, mais il y a eu un communiqué qui a annoncé. Le Canada n'était pas le seul. Tous les pays qui interviennent en Syrie et en Irak ont été visés, y compris l'Australie. Donc, l'annonce avait été faite. Ils sont menacés, en tout cas. Il y a une vidéo. Il y a eu une vidéo dans laquelle Daesh, la menace était claire. Non, maintenant, on nommait le Canada, l'Australie, la France. Oui, eux, ils ont déjà payé. Mais ce que je veux dire, c'est que si les réponses militaires et sécuritaires suffisaient, il y a longtemps qu'en Afghanistan, on aurait résolu le problème. Il y a longtemps qu'en Irak, on aurait résolu le problème. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que la diplomatie est impuissante et que seule la puissance militaire peut résoudre les problèmes. Et c'est là que se pose toute la difficulté de la résolution de ce problème, c'est que si on considère qu'on va d'une part marginaliser, exclure, diaboliser, stigmatiser une catégorie et de l'autre côté frapper tous les autres en faisant l'amalgame entre l'islamisme et le terrorisme, là on fait le lit de ce mouvement-là. Et en plus, mais revenons aux fondamentaux. je vais juste terminer là-dessus. Voilà. Je vais juste terminer. Si en plus, à chaque fois qu'on frappe, je suis bien placé, nous tous sommes bien placés pour savoir que les frappes chirurgicales, ça n'existe pas. Plus on frappe, plus on se fait d'ennemis dans le groupe de ceux qu'on frappe et plus on élargit l'assiette des mécontents. Et donc, il ne faut pas être surpris qu'en retour, il y ait des effets boomerangs qui soient ceux d'attentats sur le sol occidental. Qu'est-ce que vous proposez comme négociation diplomatique avec l'État islamique? De quelle manière? Qui devrait aller rencontrer al-Baghdadi? Qui n'est pas un État, je veux le rappeler. Où est la preuve? Justement. Mais comment on lutte? Il est un membre de l'État islamique. C'est deux problèmes complètement différents. Je réponds à ce que dit Non, monsieur. je veux dire, si on reste dans la logique sécuritaire,
Les attentats en France, on n'a pas attendu qu'il y ait des islamistes pour le faire. Il y a eu des attentats et des tentatives de coup d'État, y compris contre Charles de Gaulle, qui ont eu lieu. Ça, c'était pas le fait des islamistes. Donc, quand on veut... Non, mais je veux dire, des attentats, tout le monde en fait. En Norvège, je n'ai pas l'impression que c'était... attentats, la guerre de 14, elle est due à un attentat. Oui, oui, évidemment. non, mais je veux dire, en Norvège, c'était pas un islamiste. Mais attendez, c'était pas un islamiste, par exemple. L'OS, c'est pas une organisation Je vais vous dire, l'OAS, c'était pas l'islamisme non plus. Oui, mais l'OAS, c'était aussi une question identitaire. Oui, à mais- chaque fois, ce sont des problèmes identitaires. Et on n'a pas répondu à cela. Vous appelez ça l'islamisme, vous appelez ça une revendication identitaire. La guerre de 14, elle est née sur des problèmes identitaires. La guerre de 39-45, d'une certaine façon, est née aussi sur des problèmes identitaires. Je vous rappellerai l'occupation de la Ruhr par les troupes allemandes entre les deux guerres qui a facilité le rejet et ce ressentiment français. Ce que je voudrais essayer de faire comprendre ici, c'est que l'action des groupes terroristes, et Daesh, puisqu'on l'appelle comme ça, est un groupe terroriste, les premières victimes de ces groupes-là, ce sont pas les Français, les Canadiens, les Américains, les Espagnols, ce sont les musulmans eux-mêmes sur place. On est d'accord là-dessus. Mais Boko Haram, les les principales victimes. Faut pas théologiser. Boko Haram n'est faut pas théologiser simplement. Boko Haram n'est pas né à cause de l'action occidentale. Non, j'entends bien, mais Daesh n'est pas né à cause de l'action occidentale. C'est une réaction militaire à une situation qui n'est mais peut-être pas liée directement aux populations des pays concernés. Je suis pragmatique et je suis réaliste. Moi aussi. Je ne dis pas que l'action militaire des Occidentaux au Moyen-Orient, elle est la réponse idoine, adéquate qu'il faut donner. Mais c'est l'idéologie dominante. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'aujourd'hui, si on ne fait rien et qu'on dit, on va essayer d'aller discuter. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus de Liban. Mais aujourd'hui, vous n'avez plus... Mais attendez... Non, mais l'intervention en Libye a été un succès. Mais pas du tout. Ah voilà. Je vais donner un exemple pour étayer les propos de mon ami, lui. On a tous écouté cette semaine l'intervention du chef d'état-major des armées françaises, qui est pour moi, qui est une intervention historique. Le monsieur est un militaire qui nous explique, voilà, nous frappons sur le terrain et après nous mettons en place une gouvernance. Il a parlé techniquement militaire pour un problème qui concerne quand même des millions d'habitants en Irak. C'est un problème d'abord humain. Le monsieur nous explique qu'à travers ses frappes militaires, il va réussir à se débarrasser de Daesh et à mettre en place une gouvernance. Les mêmes frappes en Afghanistan n'ont servi à rien. Donc il y a un général français à partir de Paris qui décide pour des millions de musulmans en Irak et qui nous explique qu'à travers, qu'après... Ça peut provoquer ce genre de réaction. Voilà, et qui nous explique qu'après ces frappes militaires, il y aura une gouvernance qui sera mise en place. Tout simplement, on dit ce genre de débat, cette idéologie dominante en Europe et en Amérique du Nord, qu'on va réussir à gagner contre Daesh, avec l'arme, ça ne marchera jamais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Mais avec les talibans, ça marche. Alors qu'est-ce qu'on fait? D'abord, associer le monde musulman. D'abord, madame, associer les mondes musulmans. Parler aux élites musulmanes. Mais c'est le qui cas. est actif sur le terrain. Il y a un gouvernement en Irak. Ce qui est le cas, je suis désolé, la coalition en Syrie... Soutenez l'Arabie Saoudite, l'Occident soutient l'Arabie Saoudite qui réprime des défenseurs d'un islam éclairé, personne n'en parle. C'est pas le cas. On va pas résoudre le problème, mais je pense que effectivement, il fallait associer les pays musulmans. Ça a été fait avec les pays du Golfe dans l'affaire syrienne. Il y a eu le discours du Caire de Barack Obama qui avait été quand même assez... Vous oubliez une chose. Vous parlez d'idéologie dominante. Je trouve ça un peu fort de café en Occident. Il n'y a aucune idéologie dominante. La seule idéologie qui compte, je vais vous dire, c'est qu'ils sont complètement démunis et dépassés par les événements, aussi bien sur le plan militaire, sur le terrain, que pour la façon de se protéger ici. Il n'y a pas d'idéologie dominante. Et vous allez m'expliquer qu'il n'y a pas d'idéologie dominante au Moyen-Orient, au Proche-Orient, avec les islamistes, justement, qui, eux, cherchent une conquête, puisqu'ils sont dans une situation, ils sont dans le prosélytisme tel qu'on l'a connu chez les chrétiens au Moyen-Âge, hein, c'est exactement la même chose. Ils sont dans ce prosélytisme-là, et ce prosélytisme, il faut savoir y mettre un frein. Ce que redoutent les Occidentaux, je vais vous dire ce qu'ils redoutent par-dessus tout, c'est ce que Jean-Yves Le Drian, qui est quelqu'un de modéré, a compris. C'est la jonction de tous ceux qui se réclameraient, à tort ou à raison, d'un califat. Et il a très peur qu'il y ait un... Le ministre de l'Intérieur français. Non, le ministre de la Défense. De la Défense, pardon. Il a très peur qu'il y ait une jonction qui s'opère depuis Damas et Bagdad,
jusqu'à Lagos, en gros. C'est ça qu'il a peur. Quand il y a un calife, Et il a raison. ça ne dérange pas. Quand il y a un calife, quand il y a un roi au Qatar qui achète le PSG, qui, ses propres hommes de main, soutient des réseaux en Syrie, dont à prendre ça ne dérange pas l'Occident. C'est ça, cette hypocrisie, on n'arrive pas à comprendre. Mais le calife existe, il est en Arabie Saoudite. En plus, Je donnerai peut-être le dernier mot à Alexandra, puisque c'est au Canada que ça s'est passé. On ne va cette pas semaine. résoudre aujourd'hui le problème de la Libye. Avait-on raison ou tort d'intervenir comme l'Occident? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne résoudra pas tout ça. Mais, ouais, voilà. Mais je pense qu'il y a une chose qui est... Militaire d'ailleurs, non? de l'OTAN. Mais il y a une chose qui est importante, c'est de dire ces deux pauvres garçons-là qui ont commis ces attentats au Canada, c'était deux âmes perdues, je veux dire, mais qui ont trouvé dans des mosquées du Canada une oreille, et non seulement une oreille, mais on leur a soufflé à l'oreille que les soldats canadiens, c'était leurs ennemis. Je veux dire, ça, il faut absolument arrêter ça. Mais comment, madame? Comment? Ben, justement, je veux dire, il faut empêcher... si je peux. Attendez, Regardez. j'ai pas fini, Oui. j'ai pas fini. Je veux dire, à part les mesures de sécurité qui, oui, à un moment donné, devront être renforcées, je veux dire, le Parlement canadien, on ne pourra plus venir jouer au frisbee sur le gazon du Parlement. Cela dit... C'est une méritocratie qui va favoriser les extrémistes. Non, mais attendez, parce que j'ai pas fini. Ce que je voulais dire, Il évoque ce thème régulièrement. Oui, mais il faut parler dans les mosquées. Mais quel discours prenez dans les mosquées? Le problème, c'est pas les mosquées. Parce que je me souviens quand même... C'est beaucoup... Non, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Je me souviens dans les pays occidentaux où on donne la parole à des fanatiques et on ne privilégie pas le dialogue avec des gens éclairés. Chers amis, je crois qu'on n'arrivera pas à vous mettre... Non, mais attendez, je voulais pas dire tous les mosquées. Je vais terminer là-dessus. Je veux dire des mosquées où on radicalise des jeunes en mal avec un mal de mais vivre. dans ce cas, il faudrait interdire de boire également, parce que vous avez des gens qui boivent exagérément, d'autres qui savent contrôler leur consommation. Non, je veux dire dans la vie de tous les jours. Mais dans le cas de... On met de l'équilibre, mon cher. On met de l'équilibre. Vous dites des mosquées. Rééquilibrons le... Non, attendez, vous pouvez quand même que je par voudrais respect dire, pour lui. ce que L'imam je- Chalgoumi, l'imam de Drancy, hein, moi je le C'est connais. pas une référence pour moi. Ce Ouais, que je veux dire, c'est c'est peut-être que... pas une référence. Non, c'est pas il une vit, référence pour il moi. vit sous protection Oui. sous policière. Oui, voilà. On le regrette. Mais ce que je veux dire, c'est que... déplore. Voilà, On le dénonce. Prenez l'exemple de la période des droits civiques, la lutte pour les droits civiques aux États-Unis. Au moment où les Noirs voulaient, par exemple, manifester contre la guerre au Vietnam, ce qu'ils faisaient, c'était qu'ils allaient dans l'islam. Ils se convertissaient à l'islam en prison. Et c'était pas pour aller attaquer les Américains blancs, c'était pas pour faire sauter la société. C'est-à-dire qu'il y a des périodes... Non, mais Bien au contraire. je voudrais dire que... Si quelqu'un veut se convertir, je veux dire que mais la c'est quelqu'un conversion... qui le tue le lendemain, un soldat canadien. La conversion... Je compléter mon ami Louis. Pour moi, le problème passera au qui est sujet sérieux. suivant, si vous le voulez bien, Non, mais François. juste pour compléter, ce débat est très important, très intense, mais il ne faut pas qu'on se trompe de sûr. grille de lecture. Quand il y a une ségrégation sociale, quand les médias en Occident, il suffit qu'un simple djihadiste ou un simple imam radical fait un pétard, on le met à la une. Quand il y a des gens éclairés qui se battent sur le terrain, on leur donne pas la parole, cette exposition médiatique, on est en train de fabriquer des djihadistes. Parce que ceux deux jeunes, là, ces jeunes-là, ou ces Autrichiennes blondes aux yeux bleus, qui vont se battre à côté de Daesh, au grand bonheur de ces terroristes de Daesh, comment ils ont su, comment ils s'approchent de ces mosquées radicales, parce qu'on en parle exactement. Mais dans ces médias dont on parle ou qui donnent une grande publicité à ces mosquées radicales, on ne parle, faisons un fact-checking, faisons juste le nombre des articles consacrés aux bonnes initiatives des intellectuels musulmans qui s'est avancé la société, et que voilà, faisons une bonne initiative. Et après on verra. Deuxièmement, madame, il y a une ségrégation sociale contre. Il y a des univers sociaux aujourd'hui. Presque à vous mettre d'accord. C'est sur Il y cette... en a eu une tribune qui a été signée, il y a 2 tribunes qui ont été signées par des autorités musulmanes en France, dans le Figaro C'est vrai. notamment, il y a quelques semaines. Et quand là, on est complètement ouvert et dès que c'est possible, on le fait. Le dialogue Je peut se refuse faire. l'idée d'une ségrégation raciale, sociale, quoi qu'il arrive, dans les colonnes de la presse en France. quel que Nous allons soit le journal, dérouler d'ailleurs. à présent les autres temps forts de l'actualité de la semaine. Merci à tous pour ce débat vif, mais pour le moins intéressant. Plus que les bonnes nouvelles. Ça, c'est bon pour les musulmans, c'est bon pour tout. L'interprétation de ces mauvaises nouvelles, c'est très différent. Man. Nous allons passer à présent à un autre fait marquant cette semaine. C'est la disparition d'un grand patron qui a fait la une de toute la presse française cette semaine, mort à 63 ans dans un accident d'avion à Moscou. Un destin donc, celui d'un homme hors norme, comme chacun veut bien le dépeindre. Il était le patron de Total. Voici la revue de presse signée Julien Brune. Christophe de Margerie était l'un des plus influents des patrons français. Mais Donc ceci est un adieu unanime ou presque au PDG de l'entreprise pétrolière française Total. Tout le monde est d'accord pour louer les qualités de Christophe de Margerie et c'est le minimum et l'usage lorsqu'on fait l'éloge funèbre d'un défunt.
Si le patron de Total a fait la une de tous les journaux en France, ce n'est pas seulement à cause de ses qualités, ni seulement à cause de ses moustaches emblématiques, c'est aussi à cause de Total soi-même, l'entreprise Total. Son chiffre d'affaires n'est pas très éloigné de celui de l'État français lui-même. Il frôle les 200 milliards d'euros, quand celui de l'État français tourne autour de 300, 320. C'est dire l'importance de l'entreprise Total dans le paysage industriel et donc au fond politique français. Et mondial, puisque Total pompe du pétrole partout dans le monde, c'est ce qui fait sa puissance. Entreprise, patron, des mots qui souvent fâchent en France. Chaque année, à l'annonce des bénéfices de l'entreprise pétrolière Total, c'est toujours le même cirque auquel participait volontiers et avec allant Christophe de Margerie qui aimait jongler avec les milliards. C'est quand même à peu près 13 milliards d'euros le bénéfice net après impôt. 14 quand même. Alors, Total. Soyons sérieux. En effet. C'est 14, mais j'ai pas de problème. Or, les Français, ou beaucoup d'entre eux, n'aiment pas les milliards. Preuve ce tweet d'un dirigeant socialiste qui parle de patrons voleurs et de suceurs de sang, comme au beau temps du 19e siècle et de ses barricades. Tollé général, le socialiste s'est fait taper sur les doigts, y compris par son ancien camarade de barricade, justement, celle de 68. Le tweet est un art, celui d'y condenser toute sa bêtise. Mais on ne peut pas nier, non plus, que celui-ci exprimait là un certain divorce entre une partie du pays et ses entrepreneurs. Ce divorce que le Premier ministre s'efforce d'effacer en répétant partout qu'il aime l'entreprise. J'aime les entreprises, j'aime l'entreprise. En espérant que les Français suivent sa petite chanson, comme les rats puis les enfants avaient suivi le joueur de flûte de Hamelin. Et c'est ce divorce que l'unanimité de la presse française essayait aussi, à sa manière, d'effacer dans ses adieux unanimes. Voilà, après le j'aime l'entreprise de Manuel Valls, le Premier ministre français, est-ce que tout le monde aimait Christophe de la Margerie? Visiblement oui, puisque on l'a vu, hein, les hommages ont été assez unanimes, à part ce tweet malheureux. En tout cas, c'était quelqu'un qui n'avait pas besoin vraiment de tourner cette fois la langue dans sa bouche hein, pour dire ce qu'il pensait. Yves Tréhard, vous l'avez rencontré, Christophe de Margerie. Est-ce que c'était finalement un patron de gauche? J'irais peut-être pas jusqu'à dire ça. C'était un homme... je dirais c'était un homme pragmatique. Il prenait la surtaxation des plus riches. Il avait un double défi, vous savez, Christophe de Margerie. Il avait un double défi. Le premier défi, c'était de rendre à peu près tolérable le Total, qui est une des sociétés qui gagne le plus d'argent au monde, et notamment en France. Et comme vous savez, l'argent en France, il est sale. On n'aime pas l'argent en France. Donc, comme en plus Total ne paye quasiment pas d'impôts en France parce que son activité est surtout à l'étranger et qu'elle n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés parce que ces activités françaises qui sont là... On aime l'argent quand ce sont des impôts en France. Oui, voilà, bien sûr. Le raffinage et tout ça, ça marche pas fort et d'ailleurs, il y a des raffineries qui ferment. Donc, c'était compliqué. La deuxième chose, c'est qu'on est à l'ère quand même de la défense de l'environnement et à l'ère de l'écologie et par définition, le pétrole, c'est pas vraiment écologique. Donc, salaud de pollueur, quoi, en gros. Et ce qui est extraordinaire chez ce type, c'est qu'il avait réussi à se faire une tête, une bouille, une faconde, avec qui était en totale rupture avec le poste qu'il occupait. C'est-à-dire qu'il avait un visage avenant, drôle, un verbe extrêmement fleuri et très sympathique. Alors on peut d'accord ou pas avec lui. Je ne lui ai pas connu, à part Monsieur Gérard Filoche, mais c'est qui Gérard Filoche? Personne ne le connaît. Hein, c'est un inspecteur du travail qui n'a jamais rien fait de sa vie, peut-être, j'en sais rien. Il n'est pas allé chez Total pour voir comment ça se passe. En tous les cas, j'exagère, hein, mais Gérard Filoche, bon, à part lui... Attention aux tweets qui peuvent découdre de ses paroles. Ailleurs, hors de lui, vous avez vu que même ses ennemis, entre guillemets, idéologiques, ne lui ont... Bon, il avait une tâche compliquée. Et puis, il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que on peut cracher sur les grandes entreprises qui sont des pavillons français, mais ces grandes entreprises, elles font aussi la richesse de la France. Parce que combien de sous-traitants, combien de familles dépendent de l'activité de cette société. Donc, il avait plutôt assez bien réussi son coup, Margerie. Margerie, l'ami de Poutine? Oui, l'ami de Poutine. Oui, c'était assez intéressant quand même, le rôle qu'il jouait dans ce dialogue entre, surtout maintenant pendant... Le destin fait qu'il ait trouvé la mort à Moscou. Oui, c'est assez paradoxal. Mais c'est assez intéressant parce que sa dernière apparition donc avec Medvedev, le Premier ministre, il a quand même rappelé il faudrait se calmer sur l'Ukraine. Il faudrait amener l'ordre. En fait, en même temps qu'il disait... il était contre les sanctions imposées à la Russie. En même temps,
temps, l'Ukraine. il a dit sa façon de penser aux Russes également. Donc ça, c'était quand même assez intéressant. Mais sur l'histoire d'impôts et de faire payer les riches, je pense qu'il était surtout très habile. Parce qu'effectivement, Total, qui ne paye pratiquement pas d'impôts ou ne payait pas pendant des années... C'est la législation française, qui est mal faite. Je veux bien, mais je veux dire, avec des revenus de 10 milliards par année, c'est quand même assez étonnant. De profit. De profit, oui, c'est ça. Donc, avec 10 milliards de profit par année... C'est encore plus. Ouais, voilà. Et c'est quand même pas grand-chose de dire, bon, on va donner un peu plus. En fait, cet appel qu'ils ont fait avec Père Deriel et d'autres millionnaires il y a 3-4 ans. Et donc, je crois que c'était ils étaient prêts à donner un petit pourcentage de leur salaire. Ça, voilà. Donc, c'était assez habile, je pense, de ça. Ouais, voilà. Mais à titre personnel, c'était pas à titre de la société. Exactement. Christophe de Margerie, il payait ses impôts en France. Lui, il était en règle avec le fisc. Il payait sans doute un des plus gros impôts sur la fortune qui existe. Alors Christophe de Margerie, c'était l'ami des Russes, visiblement, mais l'ami des Africains aussi. Je pense pas, par contre. Enfin, moi, depuis, ça dépend je suis pas quels français. Africains. Je suis pas français, je viens nous, en tout cas en Algérie, je pense qu'on pourrait changer ce titre, mettre Total un scandale français aussi. Parce qu'elle est impliquée dans nos pays respectifs, lui, dans des affaires très louches. En Algérie, elle est associée de manière très, pas du tout claire, manque de transparence totale par l'exploitation du gaz de schiste. Des champs ont été pris par Total dans des conditions très obscures. Une proximité avec le régime de Bouteflika. Il y a même des informations qui ont fusé comme quoi le soutien de la France indirect au 4e mandat de Bouteflika est passé par un accord avec Total, etc. Donc, beaucoup d'informations qu'on a du mal à vérifier. Total, en ce moment, risque de payer une amende de 80 millions d'euros à Alger parce qu'elle a essayé de transférer illégalement du devise. Après, pour peut-être parodier les phrases de mon ami, je dirais combien de familles africaines aussi ont été ruinées, ont été saccagées à cause des affaires louches de Total au Congo-Brazzaville, dans plusieurs autres pays africains. Donc, pour moi, c'est pas une histoire française pour un scandale. En tout cas, il était l'ami des présidents africains, puisque... Oui, il en a aidé quelques-uns. Et même avant lui, il faut se la rappeler que présence de Total en Afrique, je crois que c'est le premier groupe pétrolier présent en Afrique. Il est président de Total depuis 4 ans. Faut pas tout lui mettre sur le dos à lui. Non, là, on parle du groupe Total, en effet. C'est l'entreprise. Par exemple, l'affaire Souba, il y est pour rien, lui. Oui, non, on parle de l'entreprise. C'est-à-dire que Souba, c'était un ancien président du Congo-Brazzaville. Et il était devant le président Sassou Nguesso, qui est là actuellement. Non, le fait est que l'Union européenne a trouvé un accord sur les 40% qu'ils verseront de réduction d'effets de serre qu'ils vont parvenir à tenir d'ici 2017, je crois. Signé cette semaine. Signé cette semaine. En Afrique, on a un problème lié à l'exploitation du pétrole qui est le torchage, par exemple. Pendant très longtemps, pour des raisons d'environnement, parce que quand on extrait le pétrole, on a également le gaz qui s'évapore. Et quand il sort, il faut en faire quelque chose. On peut en faire de l'énergie comme on peut le brûler. Et le choix de Total, avant Total, était de torcher. Et jusqu'aujourd'hui, il continue de torcher. Et quand vous torchez, vous polluez. Et malheureusement, là, c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas dire que Total est un très bon élève ou qu'il est un très bon protecteur de l'environnement pour les Africains. Au niveau des emplois et au niveau même de l'exploitation de façon plus générale, l'opacité qui entoure l'offshore pour Total, que ce soit au Gabon et au Congo, qui sont les deux principaux puits. Je crois qu'il y a des gros travaux de prospection au large du Congo, notamment. Il y a une opacité qui fait qu'aujourd'hui, ils ne déclarent pas toujours tout ce qu'ils utilisent et il y a des caisses qui sont faites pour soutenir très clairement ou le mouvement, ou le parti au pouvoir, ou les opposants, en vue d'avoir un interlocuteur plutôt malléable au palais. Et donc, tout cela ne contribue pas à arranger l'image de Total sur le continent. Par ailleurs, rappelons-nous quand même des crises qui ont été très importantes, comme celle du Biafra, où Total n'a pas été très loin d'être l'un des interlocuteurs clés quand il se battait pour l'indépendance du Biafra. Donc, sur le plan social et économique, je ne veux pas compter le nombre de cas malheureux. Moi, j'ai dit casserole. La réputation sulfureuse, mais là, c'est en termes de pollution dans les pays. C'est-à-dire les stations-services qui sont créées, l'exploitation qui entraîne de la pollution dans les lits des rivières ou d'autres choses dans ce style-là. Aujourd'hui, c'est un bilan qui est plutôt accablant. À ce moment-là, on peut faire la même critique à Total en France et en Europe.
Moi, je veux bien qu'on mette tout sur le dos de Total, mais enfin, à ce moment-là, on peut parler de la Chine en Afrique, qui se comporte de façon, pour le moins, assez peu agréable aussi. On va renverser encore des régimes. Oui, mais enfin bon. Et en termes de volume, la méthode pékinoise, je ne suis pas certain que les Chinois investissent plus en Afrique. La méthode pékinoise, c'est sûr que Total, il n'est pas blanc-bleu, c'est le cas de le dire. C'est pas Margerie, d'ailleurs. On parle de Margerie. C'est un peu plus. On peut pas parler de Margerie. Qui était avant directeur sur le Moyen-Orient. Oui, il faut parler de Total. On peut parler de Total qui a eu une grosse polémique à un moment en Birmanie, notamment, avant que... Mais l'Iran, quand même, il faut dire que M. de Margerie était quand même un dirigeant très habile quand il a payé 400 000 euros. Je crois qu'on peut pas être un bon dirigeant quand on n'est pas un dirigeant habile. Oui, non, c'est sûr. Alexandra, oui, bien sûr. Mais je vais juste rappeler l'embargo. Je vous renvoie à l'Élysée en France. Non, mais le paiement de 400 000 dollars, là, 400 millions non, c'est quoi? Millions. 400 millions de dollars aux États-Unis pour prévenir une investigation sur qu'est-ce qui s'est passé avec l'exploitation en Iran. Quand même, c'était quand même assez... Vous savez, ils sont dans une concurrence internationale. C'est-à-dire que Total, d'ailleurs, dans le paysage pétrolier mondial, fait même pas partie des 7 majors. Sixième. Non, elle est au-delà. Elle est derrière. Mais enfin, British Petroleum, la Shell, tout ça. La compagnie algérienne, son attraque, elle est 11e. Peut-être 6e. Enfin, elle ne fait pas partie par rapport à la concurrence. De la concurrence américaine ou anglo-saxonne en général, c'est plus difficile. Et puis, je crois que c'est vrai, ce que vous avez dit est vrai. Il y a des accords avec les régimes en place et tout ça. Mais il y avait eu le procès sur l'Irak, si vous voulez, le pétrole contre nourriture. Là, il y avait eu un non-lieu. Il n'y a pas de corrompus sans corrupteurs et de corrupteurs sans corrompus. Donc, tout ça, je dirais que les régimes qui se sont laissés aller avec les grandes sociétés d'hydrocarbures, c'est des régimes qui ont voulu et qui ont joué le jeu, quoi. Et là-dessus, quand on parle de biens mal acquis, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de cette affaire de biens mal acquis concernant 3 pays africains, la Guinée équatoriale, le Gabon et le Congo, ELF, c'est le symbole même, c'est l'illustration vivante des biens mal acquis. C'est évident. ELF a été créé après la guerre, et ELF était la cagnotte du gouvernement français aussi, vous le savoir. C'est la base de la France-Afrique. Oui, ça a été ELF d'abord, puis après Total Fina ELF qui ont fondu pour créer un seul groupe. Mais c'est la colonne vertébrale de la France-Afrique que tout le monde décrit aujourd'hui et qui a pris une dimension nettement plus économique et affairiste que politique, parce que la France-Afrique politique, elle est morte, ça c'est certain. Mais sur le plan économique et des affaires, elle ne s'est jamais mieux portée qu'aujourd'hui. On va rester en Afrique, si vous le voulez bien, Louis Camaillou, pour parler de cette guerre qui se mène en ce moment depuis plusieurs mois maintenant contre Ebola, la guerre contre Ebola qui continue et qui se mène, d'ailleurs, vous allez le voir, sur d'autres terrains. Regardez. I am a Liberian, not a virus. I'm a Liberian, not a virus. Voilà, donc pour vous expliquer un petit peu tout ça, c'est une campagne donc, qui fait un peu le buzz sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines. Derrière le hashtag, le mot dièse, je ne suis pas un virus. C'est une présentatrice de télévision qu'on a vue à l'écran, Joanna Solomon, qui vient de s'installer aux États-Unis et qui a voulu ainsi dénoncer les discriminations dont sont de plus en plus victimes les Libériens aux États-Unis. Et donc ça a eu pour effet de faire effet boule de neige, comme souvent sur les réseaux, puisque tous les Libériens du monde ont repris ce slogan à leur propre compte, et puis aussi des Sierra-Léonais qui ont repris ce slogan pour évoquer cette discrimination. Alors là, on parle de psychose, de discrimination. Encore une fois, en Afrique d'abord. C'est que même dans les pays dont je viens, au Maghreb, il y a une énorme discrimination à cause de l'Ebola. Bon, il y avait un racisme anti-migrants subsahariens qui était déjà énorme, qui était déjà immense. Vous parlez des pays du Maghreb. Et puis le Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie. Là, on a eu un dernier fait de l'actualité. Le Maroc qui devait accueillir la Coupe d'Afrique des Nations et qui annule par hasard, qui veut annuler par hasard cette Coupe d'Afrique des Nations, prétextant la menace de l'Ebola. Alors scientifiquement, aucune preuve n'a été apportée que les équipes camerounaises ou ivoiriennes qui sont qualifiées cette Coupe d'Afrique vont rendre
rendre malades les Marocains. Deuxièmement, comme par hasard, le Maroc n'a jamais annulé une compétition sportive ou cinématographique lorsqu'il s'agissait de la grippe aviaire ou de H1N1, mais comme par hasard, ces maladies-là ne touchaient pas les Africains noirs, elles touchaient des gens du Nord. Donc, on profite de cette maladie, encore une fois, pour stigmatiser toute une région de l'Afrique, et ça profite, encore une fois, au racisme. Et là encore, il y a un récit journalistique, il y a une couverture médiatique qui se contente de marteler l'image du chaos, mais on ne se pose même pas la question pourquoi, en Afrique de l'Ouest, cette maladie encore se développe là. Je termine juste avec le cas du Nigeria, qui a prouvé, le Nigeria, pays africain, qui s'est débarrassé... C'est plutôt la bonne nouvelle de la semaine, oui, on va en parler. C'est une très bonne nouvelle, ça prouve que nous, les Africains, on peut travailler lorsqu'on n'est pas... Lorsqu'on fait confiance à nous-mêmes, lorsqu'on ne compte pas uniquement sur les aides internationales, parce que là, ce qui se passe au Libéria, Sierra Leone, ça prouve que le système d'assistanat aux aides internationales ne profite pas du tout aux pays africains, donc il faut revoir ce système-là. Le Nigeria, tout seul, s'est débrouillé. Qu'est-ce qui a marché justement au Nigeria, Louis Komayou, et qui ne marche pas ailleurs? Au Nigeria, probablement que les Puisque autorités... officiellement, pour être tout à fait clair, l'OMS a déclaré ce pays guéri, entre guillemets, d'Ebola. Comme un autre pays, je crois que c'est... Avant ça, il y a eu le Sénégal. Le Sénégal, voilà. Qui avait eu un cas et qui a réussi à circonscrire également. Donc, non, c'est que quand on arrive à avoir des infrastructures sanitaires qui tiennent la route, qui arrivent à avoir un maillage administratif cohérent, on obtient des résultats. L'Union africaine a demandé très tard, plus de 2 mois après le début de l'Ebola, que les pays africains envoient des médecins qui iront aider les pays atteints à juguler la pandémie. C'est trop tard, mais je crois que c'était important quand même que cela soit dit et que cela soit manifesté. De l'autre côté, nous sommes sur une chaîne francophone et c'est important de le dire également, le pays francophone qui paye un très lourd tribut à cela, c'est la Guinée-Conakry. Et je n'ai malheureusement pas entendu au début de la crise une réaction française suffisamment forte ou francophone à cette situation pour faire que le mal soit circonscrit. Donc il y a un besoin de solidarité et on ne doit pas l'avoir que quand c'est le Nord qui est frappé pour dire qu'on est tous américains à cause du 11 septembre ou des situations de ce genre-là. C'est dans des situations comme celle-ci que l'on a besoin de la solidarité, qu'on a besoin de se sentir membre d'une grande famille où tout le monde est concerné par ce qui arrive à ses semblables. L'inquiétude maintenant vient aussi du Mali, puisqu'un cas a été signalé cette semaine au Mali. Ce qui a marché au Nigeria, surtout, c'est l'Internet, c'est les réseaux sociaux, c'est la pénétration de l'Internet. C'est le pays où tu as 40% de pénétration d'Internet. C'est pas l'argument principal, parce que... Apparemment, il y a eu beaucoup de messages qui ont été diffusés. J'ai dit que le gouvernement a beaucoup tablé sur une campagne, sur des applications, sur des smartphones ou les téléphones intelligents, comme on dit chez nous, qui a apparemment eu des résultats extraordinaires. Et en fait, bon, les 19... Puis aussi, l'autre chose, c'est que les 19 cas ou les 20 cas qu'il y a eu au Nigeria, sont tous partis d'une même personne. C'est une seule personne, un médecin, qui a donc, en fait, on ne sait pas s'il n'y a pas d'autres foyers. Non, ça part toujours de ce foyer-là a été... Là où je relativise concernant... Je pense qu'il faut dire une chose importante. La différence entre le Nigeria, la Guinée-Conakry et les autres pays francophones, donc de l'Afrique de l'Ouest, c'est qu'au Nigeria, vous avez un État, vous avez des élites politiques qui ont un projet, qui veulent développer un projet national, qui ne passent pas leur temps à quémander les institutions internationales, qui ont une véritable politique locale, qui associent des acteurs locaux. C'est la différence entre un pays anglophone comme le Nigeria. Je pense que le Libéria a besoin aussi. Je crois que les hôpitaux sont totalement dépassés parce que les structures ne sont pas là. Et le nord du Nigeria n'est pas tellement... On peut reconnaître... En disant qu'il n'y a pas de solidarité internationale. La solidarité s'est manifestée et le sensationnalisme de la presse, encore une fois, n'a pas existé. Moi, je vais vous livrer un témoignage personnel. On a un reporter au Figaro qui est allé passer 3 semaines en Sierra Leone et 15 jours avant, il était allé passer 15 jours au Libéria. Est-ce que c'est pas prendre un risque? Et c'est pourquoi qu'il fait ça? La même chose à C'est évidemment pour témoigner. Et c'est pas nous qui l'obligeons. Il fait son métier. Il va là-bas. Oui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la France a envoyé un hôpital de campagne sur place. Au bout de combien de temps? On a... Le problème, il est là, parce que quand on réagit... On peut toujours critiquer, moi je veux bien. On peut toujours s'opposer entre le Nord et le Sud. Ce n'est absolument pas ça. Quand on commence... L'OMS reconnaît aujourd'hui que la réaction a peut-être été... Elle a peut-être été un peu tardive, je veux bien, mais parce qu'ils pensaient qu'on allait pouvoir circonscrire la chose. Attention, mais il y a des aides, même Obama. Mais c'est justement ces aides-là qui font mal à l'Afrique, mon cher. Ces aides-là qui empêchent les pays africains de se développer tout seuls. On les a habitués à l'assistanat. Non, on ne veut pas d'hôpitaux français. Les Africains, on veut faire nos propres hôpitaux. Mais ils ont besoin de leurs propres hôpitaux. Moi, je veux bien. Il se trouve que je connais assez bien ce continent et pour y avoir travaillé. Je peux vous dire, quand ces pays-là,
ils sont démunis, non pas pour des raisons de néocolonialisme historique, mais pour beaucoup d'entre eux, pour des raisons, et notamment le Libéria, ça je peux en parler, Interne, oui. pour des raisons internes, Voilà. intestines, de rivalité locale, c'est un peu pareil d'ailleurs pour le Sierra Leone, et ben je peux vous dire que, bon, les Occidentaux essayent d'aider. Ils essayent d'aider, c'est jamais suffisant, c'est vrai. Pour rester peut-être positif. Le néocolonialisme, c'est pas un procès que nous sommes en train de faire ici. Ce que je dis simplement, c'est que nous sommes dans un... Non, absolument pas. Si ça a été interprété ainsi, je m'en excuse. Mais ce que je dis, c'est que quand on voit la hauteur de la réaction qu'il y a eu, aussi bien aux États-Unis qu'en France, sans doute. Voilà, donc je veux dire, quand ça commence, c'est pas le début. Ebola, ça fait depuis les années 70 que c'est les Français qui l'ont découvert, je voilà, rappelle. Depuis les années 70. C'est les Français qui l'ont découvert dans l'ex-Zaïre. Et donc, oui, c'est même le nom d'une rivière en RDC. Donc, je veux dire que quand ça commence, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui nous surprend. C'est pas le sida, c'est pas comme si on ne savait pas de quoi il s'agit. Non, ça fait depuis les années 70 que ça existe. Oui, non, mais attendez. Et donc, quand on déclare une crise... C'était en déclin. Oui, mais quand on déclare, en plus dans une zone qui n'était pas... Elle existe depuis 6 mois, la crise, là. Mais elle n'existait pas en Guinée-Conakry, par exemple. Elle n'existait pas en Afrique de l'Ouest de façon générale. Le président de la Guinée-Conakry, lorsqu'il a été élu, on a tous dit que c'est un grand démocrate. Et que c'était l'année zéro. Voilà, la France a créé, c'est magnifique, enfin. Mais ce monsieur a fait quoi pour son pays? Parce qu'il est aussi responsable. Alors, pour ces élites, moi je comprends pas. Quand les élites africaines arrivent au pouvoir, rapidement, l'Occident vient aux aides, on vous donne des aides, on vous donne des dettes, Médecins sans frontières, tout le monde débarque. Mais laissez-les. Dites-leur au moins ce qu'on veut, que la France dit à ces pays africains, il est temps que vous vous débrouillez tout seul. Comme ça, lorsqu'il y aura un problème, on arrête. Médecins sans frontières débarque sans que le gouvernement lui demande quoi que ce soit. On peut d'ailleurs rendre hommage à tous ceux qui travaillent au sein de Médecins sans frontières, et ça là-dessus, on est tous d'accord. En tout cas, deux vaccins sont à l'étude en ce moment. Un est canadien, Alexandra. Là, c'est un vrai sujet. Ça, c'est un vrai sujet. Et la course, alors qui va réussir le laboratoire de microbiologie de Winnipeg, qui est très très connu internationalement et au Canada, on va tester ce vaccin dans les prochains jours. Apparemment, qu'il y a un grand espoir. Le deuxième, je ne sais pas, il est américain, il est anglais. Il est russe. Il est Il y a également les Cubains, il y a les Cubains également qui sont oui. lancés dans la recherche concernant... Non, le problème aujourd'hui, c'est pas celui de savoir qui a fait, qui n'a pas fait. C'est de dire qu'il y avait une nécessité depuis les années 70 de lancer une vraie recherche. C'est comme pour la tuberculose. Aujourd'hui, on parle plus du sida que de la tuberculose. C'est quand même la deuxième maladie qui tue le plus dans le monde. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une nécessité d'effet de mode et que quand on n'est pas certain de faire du profit sur un vaccin ou sur une molécule, on estime qu'il n'y a pas de nécessité de travailler dessus. Et jusqu'à présent, désolé de prendre une thèse complotiste, mais tant que c'est le malheur des autres qui ne fait pas le mien, à la rigueur, on s'en fout, quoi. Et c'est ça le grand problème. Vous savez, il y a des laboratoires en France, ailleurs, aux États-Unis, qui travaillent sur le paludisme depuis des années et des années. Et vous allez me dire que le paludisme, qui est quand même une des premières causes... Vous avez un vaccin sur le paludisme? Non, il n'y a pas de vaccin. Mais parce qu'on n'arrive pas à trouver. Oui, non, mais... Attendez, c'est la parade qu'on n'arrive pas à trouver. Combien de fois on pensait qu'on y était arrivé et on n'y arrive pas? Et le paludisme est une des plus premières causes de mortalité au monde, et notamment en Afrique. Vous voyez quand même que sur Ebola, sur les cas d'infection, on a d'un côté plus de 5000 victimes, avec près de la moitié qui sont mortes, et de l'autre côté, comment? L'OMS dit que ce n'est pas fini. Il faut s'attendre encore 10 000 nouveaux cas. Et vous voyez en Occident, qu'il s'agisse de la France, de l'Espagne ou des États-Unis, sur les cas d'infection, il y a très peu de décès. C'est-à-dire qu'on arrive quand même d'une certaine manière à transférer. Est-ce que la fermeture des frontières a été efficace, là, pour le coup, en Afrique? Là, c'est la double peine. C'est la double peine. Appliquer cela, c'est la double peine. D'ailleurs, ça a été levé. Une fois, le Nigeria qui a eu le plus bas taux de décès, 40% de décès, alors que c'est au-dessus de 50% normalement. Mais je suis étonnée de vous entendre dire tout à l'heure, les réseaux sociaux, c'est pas important. On trouve un moyen. Non, ce que je veux dire, c'est que le gouvernement a utilisé. Ce que je veux dire, c'est qu'en termes d'éducation, vous avez une population quand même qui n'est pas si lettrés que cela, donc par les réseaux sociaux, c'est difficile d'y arriver. Ça dépend des pays. Ça dépend des pays. Apparemment que non. J'ai pas le cas. Sur le Nigeria, très différent. Encore une fois, je pense qu'il faut profiter de la maladie. Ce débat-là, pour lancer un véritable débat, c'est de remettre en cause les relations qu'entretiennent un grand nombre de pays africains avec les grandes institutions internationales et les bailleurs de fonds au niveau de la santé. Il faut profiter, encore une fois, malheureusement, de ce problème d'Ebola pour se poser des questions sur la gestion de la politique sanitaire de ces pays africains. Et est-ce qu'on peut continuer à voir en Afrique un simple terrain d'expérimentation des aides internationales? Ça n'a pas marché. Donc il faut s'inspirer du cas nigérien où il y a un projet national d'un pays qui essaie de se structurer en début de difficultés. Ils ont autrement plus d'argent que des pays comme même le Sénégal. Les plus riches.
C'est un des pays les plus riches, et puis je suis désolé. Il y a 200 millions d'habitants, donc il est Nigeria. beaucoup plus nombreux que la Guinée-Conakry. Vous parlez du Nigeria, mais moi, vous parlez du sud Nigérien, là, parce que le nord Nigérien, c'est qui sait s'il y a l'Ebola là-bas ou non? On ne sait même pas où sont les 200 filles qui ont été enlevées. On risque pas d'y aller, alors. Donc, Je vous propose qu'on regarde cette photo, justement, qui nous vient des États-Unis, avec Barack Obama qui embrasse cette infirmière qui a guéri, donc, parce qu'il y a eu un nouveau cas cette semaine à New York qui a été signalé. Comme quoi, tout ce qui est fait aussi depuis les États-Unis ne fonctionne peut-être pas complètement, ou pas. Mais là, celle-ci, elle a guéri, elle avait soigné le premier cas qui est mort. Oui. Voilà. Et donc, voilà, une petite photo qui fait le buzz en ce moment sur le net pour montrer qu'il ne faut pas... voilà, on peut s'embrasser et... Voilà, un hug. Nous attendons une photo d'un chef d'État africain. Non, il y a eu le cas d'une jeune fille qui a été guérie, le premier cas au Sénégal, qui a été montré, mais il n'y a pas eu plus de publicité que cela. Elle n'a pas été reçue par le président Macky Sall, mais c'est vrai qu'il y a quand même de bons exemples dont on pourrait parler. Mais la recherche, encore une fois, doit fonctionner à plein régime. Sur le continent africain, il y a très peu d'universités qui sont impliquées. Une question de temps aussi, de prise en charge. Qui sont impliquées dans la recherche. Mais je crois qu'il y a nécessité aujourd'hui, ne serait-ce que pour booster cela, de faire de plus en plus de génériques qui permettent aux pays qui ne sont pas capables de produire ou d'acheter des molécules, de s'en procurer à des prix raisonnables, que ce soit par rapport à l'Afrique du Sud, à l'Inde ou aux grands pays. Il y a aujourd'hui une nécessité, ne serait-ce qu'en termes de solidarité, de le faire. Recherche locale développée. On n'a même pas le médicament breveté pour l'Ebola. L'industrie du générique, elle commence à se développer, elle commence à avoir de véritables prix. On avait des pénuries de médicaments, aujourd'hui on est sorti du système d'importation et on aura des résultats très concrets. Ce serait bien qu'on puisse donner l'exemple d'autres pays africains. Oui, mais on ne peut pas parler de générique tant qu'il n'y a pas de molécule brevetée qui a été trouvée pour combattre l'Ebola. Comment on a fait pour soigner ces médecins journalistes américains qui reviennent du Nigeria ou d'autres? Ils ont été, il y en a qui ont mis en sécurité et en quarantaine. Il y avait des médicaments expérimentaux qui ont été utilisés, entre autres le plasma des malades qui ont développé des anticorps. C'est ça qu'on a utilisé. En fait, il n'y a pas de médicaments brevetés. Il faudrait faire un transfert. C'est quand même important. On a beaucoup parlé de transfert de technologie dans les années 70. Je crois qu'il est venu le moment de rendre cela concret. D'abord, il faut trouver un médicament. Après, on va faire des transferts. Voilà pour Ebola, un dessin de notre ami Kroll qui, évidemment, fait son dessin tous les jours dans le quotidien Le Soir. Notre confrère belge, Ebola. Voilà. Le dessin signé par Kroll. Nous arrivons au terme de cette émission de Kiosque et nous finissons, comme le veut la tradition, par la semaine de Dilemme. Alors, qu'est-ce qui a inspiré Dilemme cette semaine? Nous allons regarder son premier dessin. Voilà, l'avion du patron de Total n'a pas pu décoller, nous non plus. Voilà, je crois que voilà, cette image liée à certaines pollutions pétrolières nous rappelle bien des souvenirs. Décès de Christophe de Margerie, hommage unanime de la classe politique. Il nous l'a joué Big Moustache, Dilemme. Voilà, c'était l'hommage de François Hollande et de Nicolas Sarkozy, triste mais avec de belles moustaches. Autre actualité suivie par Dilemme cette semaine, le Canada ciblé. Évidemment, on en a parlé longuement dans ce kiosque. Tiens, c'est déjà l'automne. Dilemme qui se joue poète parfois sur des thèmes bien difficiles. Encore un autre dessin de Dilemme. Les Kurdes ont été armés et on reçoit des fusils des États-Unis et des balles de l'État islamique. Voilà, peut-être petite dédicace. Je vois que ça vous fait rigoler de ce côté-là. Ouais. Encore un dessin. Évidemment, on suivra sans doute ces résultats la semaine prochaine. Aujourd'hui se joue l'avenir de la Tunisie avec les législatives en Tunisie. Dilemme nous dit les islamistes d'Ennahda font profil bas, voter mais chutent. Voilà, et puis on arrive à un tout dernier dessin pour un petit hommage de Kiosque et de Dilemme à Julien Brune qui prend sa retraite à partir d'aujourd'hui. Voilà, Dilemme, édito haut, ce que tout le monde pense tout bas. Merci Julien pour ces presque 20 années de bons et loyaux services au sein de l'équipe de Kiosque. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur le site de TV5 si vous voulez regarder tranquillement cette émission et les débats un petit peu musclés qui ont eu lieu. Et puis sur le Facebook, évidemment. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude. Bonne semaine à tous. Merci à vous tous. Merci.